La Russie a ignoré l'ultimatum des alliés de Kiev en lançant plus d'une centaine de drones dans la nuit de dimanche à lundi sur l'Ukraine, qui attend une réponse du Kremlin à la proposition de Volodymyr Zelensky de rencontrer en personne Vladimir Poutine jeudi à Istanbul. Nous en parlons avec Mohamed Rajai Barakat, expert en relations internationales. Il est en direct de Bruxelles avec nous. Mohamed Rajai Barakat, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, peut-on aujourd'hui envisager une première rencontre directe entre les présidents de ces pays en guerre, à savoir l'Ukraine et la Russie? Je crois que ça va être difficile pour le président russe accepter de rencontrer le président ukrainien. Malgré l'invitation ou l'appel lancé par le président ukrainien quand il a dit que je suis prêt à rencontrer le président Poutine à Istanbul jeudi prochain, malgré cet appel, je crois que le président russe, il est très peu probable qu'il accepte cette rencontre, puisque lui, il considère le président ukrainien comme un président qui n'est pas légal actuellement, il n'y a pas eu d'élection, et puis vu tout ce qui s'est passé comme guerre entre les deux parties, il est improbable que cette rencontre ait lieu. Alors, l'Ukraine et ses alliés européens ont lancé samedi un ultimatum sur un cessez-le-feu de 30 jours à la Russie, menaçant Moscou de sanctions massives en cas de refus. Les attaques, pour l'heure, se poursuivent. De quelles sanctions peuvent décider aujourd'hui les Européens? Il y a eu plusieurs rencontres hier à Kiev, certains responsables européens, et aujourd'hui il y a une réunion actuellement à Londres des ministres des Affaires étrangères pour discuter des sanctions. Et ce qui a été proposé comme sanction, c'est d'arrêter totalement l'importation de gaz et de pétrole russe. Vous savez, malgré les sanctions, l'Union européenne, certains pays de l'Union européenne continuent à importer le gaz russe. Et maintenant, une des sanctions, c'était d'arrêter définitivement cette importation. Et puis aussi, les pays de l'Union européenne veulent offrir ou donner des armes à l'Ukraine en utilisant l'argent russe que les pays de l'Union européenne ont bloqué dans les banques européennes en attendant de trouver une solution. Donc, ils veulent consacrer cet argent pour armer la Russie, pour armer l'Ukraine, afin que l'Ukraine continue à faire face à la progression de l'armée russe. Alors, pour que la réunion russo-ukrainienne envisagée puisse se tenir à Istanbul, l'Ukraine et ses alliés ont réclamé un cessez-le-feu préalable. A priori, donc, pas de rencontre sans cessez-le-feu, c'est bien cela? Il y a eu, donc, ils ont proclamé un cessez-le-feu, mais on constate que l'armée russe continue à bombarder. Donc, il y a une violation de cessez-le-feu. Et puis, il y en a qui parlent d'un cessez-le-feu à partir d'aujourd'hui. Mais est-ce que le président Poutine va accepter tout ça? Le président ukrainien continue à imposer donc des conditions pour trouver une solution. La pression américaine, la pression du président Trump sur les deux parties, est-ce qu'elle va être utile? Est-ce qu'elle va produire des résultats afin que le président Poutine accepte d'aller à Istanbul? Ça, je ne crois pas. Et malgré les pressions américaines sur le président Zelensky, je crois que dans le fond, il va continuer à exiger d'exercer sa souveraineté, la souveraineté sur tous les territoires ukrainiens, ce qui va être refusé par Moscou. D'accord, Vladimir Poutine n'a pas exclu que l'idée de cessez-le-feu soit discutée lors de ces pourparlers. Pour le président russe, ces discussions doivent porter avant tout sur les causes profondes
du conflit. Que veut dire Vladimir Poutine? Qu'est-ce qu'il laisse entendre à travers cause profonde du conflit? Avant le conflit, avant le déclenchement du conflit, le président Poutine avait demandé à ce que l'Ukraine n'adhère pas à l'OTAN, chose qui était refusée par le président Biden, le président américain à l'époque, et par les Européens, et aussi par le président ukrainien Zelensky. Donc c'est une des conditions que le président russe aujourd'hui va imposer. Aussi, il veut continuer à garder la souveraineté russe sur une partie du territoire qu'il avait occupé, surtout sur les 4 provinces qui étaient ajoutées par la Russie, qui sont maintenant font partie de la Russie. Donc les conditions posées par le président russe vont pas être faciles. Il veut aussi que l'Ukraine reste un pays désarmé, donc neutre. Est-ce que la partie américaine, est-ce que les Européens vont accepter ces conditions ou alors ils vont continuer à soutenir, et c'est ce qui, je crois que ça va être le cas, à soutenir le président Zelensky et lui offrir l'aide militaire et financière afin de faire face à l'armée russe. En tout cas, si ces discussions ont lieu le 15 mai, elles se dérouleront à nouveau en Turquie. Et qu'est-ce que cela dit de la place que tient la Turquie de Recep Tayyip Erdogan dans ce conflit et de ce qu'elle peut apporter aussi? Mais il y a eu déjà il y a eu des négociations entre les différentes parties en Turquie. Nous avons assisté, enfin nous avons vu la signature d'un accord concernant la fourniture ou l'accord qui permet à la Russie et à l'Ukraine de continuer à exporter les produits agricoles. Et c'était la Turquie, le président turc, qui a poussé à signer cet accord. Donc il y a déjà eu un rôle de la Turquie. La Turquie a des bonnes relations avec, d'une part, avec l'Ukraine et aussi avec la Russie. Donc la Turquie peut jouer ce rôle, mais la question reste à savoir, à poser, c'est est-ce que le président Poutine va accepter le défi qu'a lancé le président Zelensky. Il a dit je serai là le jeudi prochain à Istanbul. Est-ce que le président russe va aller ou alors elle va envoyer une délégation à son ministre des Affaires étrangères ou son ministre de la Défense. Et malgré la présence éventuelle de Zelensky, du président Zelensky à Istanbul, est-ce qu'elle peut changer d'avis? Elle peut aussi envoyer une délégation composée par son ministre des Affaires étrangères si la partie russe envoie un ministre des Affaires étrangères. Donc on n'est pas très proche, franchement, d'une solution à cette crise. Mohamed Rejai Barakat, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.